Jeux inédits épisode 2, toujours ce format où je vous montre des jeux qui ne sont disponibles qu'en import, qui n'ont pas encore d'édition française. Et dans cet épisode, je vais me concentrer sur des jeux de cartes principalement, et des jeux de cartes qui ne sont pas des jeux de pli. Je fais bien la distinction entre les deux, parce que des jeux de pli, il en existe des centaines et des centaines, et tout un tas qui sont pas encore édités en français. Et ça prendrait trop de temps de tous vous les présenter, ceux que je connais en tout cas. Là, ça va être des jeux de cartes, mais qui ont d'autres mécaniques. Donc voilà, du tableau building, des jeux de collection de cartes, des jeux de défausse, ce genre de choses. Mais avant de rentrer dans les détails donc de ces 10 jeux, j'ai encore sélectionné 10 jeux, hein, c'est le principe de ce format, je voulais revenir sur l'épisode 1 de Jeux Inédits que j'ai fait le mois dernier, pour vous dire que sur les 10 jeux que j'avais présentés, il y en a 2 qui ont trouvé une édition française, qui vont sortir tout prochainement. Donc le premier, c'est le jeu Wilmot Warehouse, qui était le jeu de mémoire où il fallait retrouver des objets dans un entrepôt, qui est à mon goût assez excellent, et donc il va sortir en français au mois de novembre sous le nom de La Fabrique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi le jeu Wrath of the Fire Mountain que je vous ai présenté, qui est le petit jeu donc à l'époque de la préhistoire avec les petits dinosaures de la conquête de territoire, qui lui aussi arrivera en français sous le nom de La Colère de la Montagne de Feu. Et là par contre j'ai pas la date, mais voilà, ça a été annoncé au dernier salon de Vichy tout récemment, donc encore une bonne nouvelle. Et enfin il y a le jeu Panda Royal qui lui n'arrive pas encore en français, peut-être que ça viendra plus tard, mais j'ai vu passer une édition allemande qui sera présentée au prochain salon des scènes fin octobre 2025. Donc voilà, ça évolue, les jeux arriveront peut-être petit à petit en français un jour. Et donc là, on va partir sur des jeux de cartes qui sont plus ou moins récents. Donc je l'ai peut-être pas dit dans le premier épisode, j'essaie de pas parler de jeux qui viennent juste de sortir en VO, parce que il faut laisser le temps quand même aux éditeurs français de sortir les jeux et de faire les traductions. Donc j'essaie de parler surtout de jeux qui ont plus d'un an d'existence, qui sont sortis il y a un peu plus d'un an en VO, avant de vous les présenter dans ce format-là, sinon ça perd un peu d'intérêt. Le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est Fugitive. Fugitive, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 13 ans, pour des parties d'environ 15-20 minutes. Un jeu asymétrique, dans lequel un joueur va jouer le fugitif, et l'autre joueur va jouer le marshal. Donc le but du fugitif, c'est de réussir à s'échapper, c'est-à-dire de poser la carte numéro 42. Et l'objectif du marshal, c'est de réussir à deviner toutes les cachettes dans lesquelles le fugitif est passé, pour réussir à l'attraper. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on va avoir des cartes numérotées de 0 à 42 du coup, avec des petites illustrations sympas qui racontent un peu une histoire. Donc on a voilà le marshal c'est la femme, le fugitif c'est le mec, et les différents endroits où vont se suivre ces personnages. Donc ces cartes-là, on va les mettre en tas, on va mettre les cartes 4 à 14 dans un tas, 15 à 28 dans un autre, et 29 à 41 dans un dernier tas. Au début de la partie, le fugitif commence avec les cartes 1, 2, 3, et la carte 42, donc il gardera pour la fin de partie, et ensuite il va piocher 2 cartes dans les tas qu'il veut, pour les rajouter à sa main. Et le tour de jeu, il est super simple, vous commencez donc avec la carte 0 au centre de la table. À son tour, le fugitif va pouvoir piocher une carte dans un des tas, et soit piocher une seconde carte et finir son tour, soit jouer une carte de cachette, une carte numérotée, à la suite de cartes précédentes. Et la règle, c'est qu'il va jouer ses cartes face cachée, et qu'il faudra toujours que les cartes qu'il va jouer soient de base d'une valeur pas plus forte que 3 par rapport à la carte précédente. Donc là, la carte 0, je pourrais jouer la 1, la 2 ou la 3. Et donc l'adversaire devra essayer de deviner laquelle j'ai joué. Mais ces valeurs-là, je vais pouvoir les améliorer grâce aux petits symboles d'empreinte qu'on va retrouver sur les cartes. Toutes les cartes impaires auront une empreinte, toutes les cartes paires auront 2 empreintes, et je vais pouvoir, quand je joue ma carte de cachette, y ajouter des empreintes. Typiquement là, je pourrais jouer ma carte 5 face cachée, parce que normalement donc je peux aller jusqu'à 3. Mais si je joue une carte avec 2 empreintes en dessous, j'augmente cette valeur de 3 jusqu'à 5. Donc je peux jouer ma carte 5. Mais je peux aussi feinter, mettre des empreintes et jouer finalement que ma carte 1 ici. L'idée c'est de brouiller les pistes pour pas que le marshal réussisse à me trouver. Donc ça c'était le tour du fugitif, et justement donc le marshal, lui à son tour, il va aussi piocher des cartes dans l'état de son choix. Les cartes qu'il va piocher, ce seront des numéros qu'il va pouvoir noter sur son petit calepin ici, parce qu'il saura que le fugitif ne s'est pas caché dans ces cartes-là, donc ça va être de la déduction, clairement, c'est un jeu de déduction. Et ensuite, il aura la possibilité de donner un numéro de cachette
celui qu'il veut, sans pointer de carte. Si jamais ce numéro est bien une des cachettes du fugitif, il devra dévoiler la carte. Et il va aussi pouvoir essayer de deviner plusieurs numéros d'un seul coup. Et là, dans ce cas-là, s'il arrive à trouver tous les numéros qu'il a énoncés, on dévoile les cartes et ça va le faire bien avancer dans sa partie. S'il se trompe d'un seul numéro ou plus, dans ce cas-là, on lui dévoile rien. Donc c'est qui tout double, il faut faire attention. Et donc lui, son but, c'est vraiment de dévoiler toutes les cachettes. S'il arrive à dévoiler toutes les cartes face cachée à la fin de son tour, il gagne tout de suite la partie. Voilà à peu près comment ça se fonctionne. C'est assez malin. Il y a un petit principe aussi de petits pouvoirs qu'on attribue si on joue en plusieurs manches. Le perdant va gagner un petit bonus et inversement. Et je vous dis, le but c'est d'arriver à 42, à poser la carte 42 pour le fugitif, en sachant qu'il y a aussi un petit principe de chasse à l'homme à la fin. Dès qu'on a posé la carte 42, le marshal va avoir la possibilité d'essayer de deviner toutes les cartes d'un coup. Enfin bon. Quelques petites subtilités en plus, mais globalement c'est ça, un jeu de déduction asymétrique assez malin, avec des petites illustrations sympas, donc un bon petit jeu que je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu-là. Ensuite, je voulais vous parler de Comic Hunters. Comic Hunters, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 60 minutes, qui se passe dans l'univers des comics américains, donc des BD à base de super-héros, du Marvel et du DC Comics, c'est principalement Marvel d'ailleurs. C'est un jeu donc dans lequel on va devoir collectionner des cartes, donc on va avoir tout un tas de cartes avec des valeurs différentes. Donc on a les comics de valeur 1, de valeur 2 et de valeur 3, ça aura une importance pour ces collections. Et donc sur ces cartes, on va avoir les couvertures des comics, qui je pense sont les couvertures officielles. Je suis pas un spécialiste, donc je peux pas vous le garantir, mais ça a l'air d'être le cas. Et surtout, on va avoir des petits symboles qui vont correspondre aux différents super-héros qu'on va trouver dans le jeu. Donc on a Captain America, on a Black Widow, on a Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Thor, Hulk, là, il y en a 8 ou 9 je crois. Et on va aussi avoir des petits symboles qui vont correspondre à différentes choses liées aux comics. Donc par exemple, quand on a un versus, c'est un comics dans lequel il y a un combat un peu épique. Numéro 1, c'est le premier volume de ce comics. First, c'est la première apparition d'un super-héros dans un comics. Voilà, différents critères comme ça qu'il va falloir aussi collectionner pour marquer des points en fin de partie. Puisque le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin. On va avoir un petit plateau comme celui-ci qui va nous permettre de compter un petit peu les points et de suivre un petit peu la manche en cours. Et qui va déterminer surtout les 4 différentes façons de gagner ces cartes. Et c'est là un peu l'originalité du jeu. En fait, ça va être un principe de draft, mais assez différent à chaque fois. On va avoir le supermarché dans lequel on va gagner uniquement les cartes de plus faible valeur, puisque c'est les comics, on va dire, récents et qui n'ont pas trop de valeur. Là, c'est du simple draft. Vous distribuez des cartes à chaque joueur. Les joueurs en choisissent une, ils font passer le tas aux voisins et on constitue comme ça une première collection de cartes. Après, on va avoir un marché d'occasion où là, on va faire avec le même principe que Coloretto, pour ceux qui connaissent. On va avoir des lignes de cartes et à son tour, on aura le choix entre rajouter une carte à une ligne ou récupérer toutes les cartes d'une ligne. Donc c'est comme ça qu'on va constituer ces cartes, et là ce seront les cartes de valeur 2. Ensuite on va avoir un système de vente aux enchères, où là on aura les cartes les plus rares, les cartes de niveau 3. Là on va mettre plusieurs lignes de cartes aussi en fonction du nombre de joueurs, et on va avoir un principe de monnaie ici qu'on va pouvoir dépenser pour miser plus ou moins pour essayer de remporter toute une ligne aussi. Il faudra être le dernier à remporter l'enchère. Et enfin, on aura la convention, où là, on aura un mélange de tous les niveaux de cartes. On va créer un gros tableau de 5 par 5, et on va pouvoir récupérer tous les super-héros sur une même ligne ou sur une même colonne, en déplaçant éventuellement les cartes. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails. On va enchaîner différentes phases comme celle-ci, et 3 fois dans la partie, on va pouvoir créer nos collections de cartes devant nous en plaçant les cartes par super-héros. Donc on va commencer à créer une collection de Spider-Man par exemple. Il faudra mettre que des cartes avec le logo Spider-Man dessus. Et les cartes, évidemment, quand on va les poser devant nous, il va falloir les payer avec d'autres cartes qu'on a en main. Donc les cartes de niveau 1 valent 1, les cartes de niveau 2 valent 2, les cartes de niveau 3 valent 3. Et on crée des collections, et à la fin de la partie, en fonction des super-héros qu'on aura placés sur ce petit tableau ici, les collections vaudront plus ou moins d'argent en fonction du nombre de cartes qu'on a dedans. En fonction du nombre de collections différentes, on aura des points aussi, en fonction des points qu'on n'aura pas dépensés. Et là, ce sont les symboles en bas des cartes, où on va, à chaque fois qu'on pose des cartes, progresser sur ces tableaux. Et à la fin de la partie, le premier joueur gagnera plus de points que le second, en fonction des cartes qu'il aura gagnées.
Voilà, un petit résumé du jeu. Plutôt sympa, donc un simple jeu de collection de cartes avec différentes façons de récupérer ces cartes. C'est assez original. La qualité du matériel est un peu limite. Je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints. Les jetons sont un peu cheap. Les cartes sont correctes, mais je pense qu'elles vont s'abîmer assez vite. Mais sinon, ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est un bon petit jeu de collection de cartes qui n'a toujours pas d'édition française. Et je suis pas sûr celui-là qu'il en aura un jour. On continue avec le jeu Stool Pigeon. Stool Pigeon, ça se joue de 2 à 6 à partir de 8 ans et les parties ça dure à peu près 15 minutes, 15-20 minutes, c'est très rapide. C'est un simple jeu dans lequel on va essayer d'avoir le moins de points possible dans un tableau de cartes qu'on a devant soi, et c'est un tableau de 2 par 2, donc on a juste 4 cartes qui sont face cachée en début de partie. On ne connaît que les 2 cartes les plus proches de nous, qu'on peut regarder au début de la partie, et ensuite ça va être un principe où on va piocher les cartes pour remplacer les cartes dans notre aire de jeu, et essayer de se débarrasser un maximum des cartes de plus forte valeur pour avoir la plus faible valeur. Au niveau du thème, on est des pigeons mafieux, et les cartes qui sont devant nous, c'est notre scène de crime. Il faut faire en sorte qu'on ait la scène de crime avec le moins de preuves, le moins de témoins, et les cartes numérotées, ce sont des témoins. On a dans le jeu des petites cartes avec des pigeons qui ont des capacités particulières, qui permettent d'aller regarder une carte en particulier, qui permettent d'éliminer une carte, d'échanger des cartes entre soi-même et les adversaires. On va avoir la possibilité d'interagir avec directement les cartes de l'adversaire, parce qu'on va pouvoir se défausser de certaines cartes qui vont avoir la même valeur que les cartes qui sont sur la défausse. Donc voilà, des petites interactions comme ça. C'est un jeu assez méchant, hein, on va clairement s'embêter, mais plutôt rigolo et assez fun. Donc on est un petit peu dans le principe d'un skijo, hein, clairement, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Sauf que là, c'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus rapide, et à mon goût, beaucoup plus fun. Donc voilà, je rentre pas plus en détail, il y a la vidéo règle sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais c'est un simple petit jeu de cartes, rien d'extraordinaire, hein, mais je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Floriferous, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 20-30 minutes, et ça doit pouvoir se jouer à partir de 10 ans, même s'il y a marqué 14 sur la boîte. Là, on est dans un petit jeu de collection de cartes encore, où on va collectionner des fleurs pour faire des bouquets. On va se promener dans son jardin et on va récupérer les fleurs qui nous intéressent. Donc on a tout un tas de cartes qui ressemblent à peu près à ça. On va avoir des fleurs ou des sculptures. Sur certaines fleurs, il y aura des insectes, donc des fleurs de couleurs différentes, de catégories différentes. Et on va avoir des cartes objectifs, évidemment. Il va falloir essayer de récupérer les bonnes cartes pour marquer un maximum de points. Donc on aura des objectifs en fonction des couleurs de cartes, en fonction du nombre d'insectes différents, en fonction du nombre de cartes sur lesquelles on aura tel type d'insectes. C'est un simple jeu où on va avoir un grand tableau de cartes au début de la partie avec plusieurs colonnes, et on va à chaque fois se déplacer de gauche à droite sur les colonnes, puis de droite à gauche. On va faire plusieurs allers-retours comme ça, et à chaque fois ce sera le joueur qui aura placé son jeton le plus haut dans la colonne qui commencera le tour d'après. Donc voilà, il y a un petit principe d'initiative assez intéressant pour récupérer les cartes. Mais sinon voilà, ça a rien de révolutionnaire, mais ça fonctionne très bien. Les illustrations sont assez originales, assez jolies. Et voilà, dans le genre jeu de collection et d'optimisation de points, c'est assez efficace. Donc voilà, encore un jeu intéressant qui n'existe pas encore en français. Reforest ensuite, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 30 et 60 minutes. Encore un jeu de cartes minimaliste, on a juste un petit paquet de cartes avec des cartes à l'intérieur. C'est un jeu où on va construire un tableau de cartes dans lequel on va devoir planter des arbres et des arbustes, et des plantes d'ailleurs, sur une montagne. Donc on va devoir construire un tableau de cartes pyramidal avec 3 emplacements en bas, 2 au milieu et 1 en haut, en sachant que sur chaque emplacement, on va pouvoir empiler des cartes. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points en agençant au mieux ces cartes. Donc on a un énorme tas de cartes avec les différentes plantes qui vont avoir tout un tas de caractéristiques. Donc on va avoir les points de victoire en haut à droite, on va avoir le coût à payer en cartes pour pouvoir poser les cartes, on va avoir l'étage dans lequel la carte peut être plantée par rapport à notre pyramide, on va avoir un principe d'ensoleillement qui va permettre d'écraser certaines cartes pour les transformer en nutriments, d'autres les laisser actives pour leur pouvoir. On va avoir la taille des arbres et des arbustes qui aura aussi une importance.
et on aura des petits effets à chaque fois pour chaque carte avec des bandeaux différents. Alors, les effets passifs, les effets de fin de partie, les effets qui se jouent en réaction, les effets qui vont interagir sur la pioche. Donc beaucoup de choses différentes et tout un tas de symboles aussi qui auront une importance pour le scoring, en sachant que on va aussi avoir des petites cartes d'objectifs qui sont des animaux qui vont venir à la fin de chaque manche dans la forêt de celui qui respecte au mieux la demande. Donc voilà, beaucoup de choses et un jeu assez riche et assez intéressant. Donc avec un simple deck de cartes, on a vraiment des parties renouvelées à peu près à l'infini et des gros choix tactiques et de pas mal de réflexions. Donc là aussi, j'ai fait en sorte d'expliquer la règle il y a quelques temps sur la chaîne. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça va être un peu long. Mais c'est très malin, j'ai trouvé un bon jeu de cartes assez costaud que je vous conseille si vous aimez voilà les jeux de construction de tableaux un peu riches. Donc on peut penser un petit peu à du Wingspan, on peut penser un peu à du Château Combo, mais vraiment beaucoup plus complexe, vraiment de très très loin. C'est ce genre de jeu là et c'est plutôt pas mal. On continue avec Goblin Vaults, qui est un jeu dans l'univers de Roleplayer, comme tout un tas d'autres jeux. Donc Roleplayer le premier, mais on a Cartographers, on a Emerald Skulls qui est sorti récemment, on a Lockout, tout un tas de jeux dans cet univers que j'aime beaucoup à chaque fois. Et celui-là fait pas exception, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Les parties durent environ 45 minutes, 1 heure, et c'est à partir de 14 ans, je pense, parce qu'il y a pas mal de mécaniques et de choses à appréhender. Donc c'est un jeu de cartes encore, c'est la thématique toujours, où on va avoir donc des petites cartes gobelins pas très importantes, on va avoir des cartes d'objectifs, et on va surtout avoir des cartes avec des symboles, des valeurs, des couleurs, et on va avoir avec ces cartes plusieurs mécaniques à prendre en compte. Donc on va avoir un principe d'enchère pour récupérer les cartes, on va avoir un petit peu de principe de jeu de pli, puisqu'il va falloir jouer des cartes d'une certaine valeur pour gagner les enchères, et qu'il y aura aussi un principe d'atout, mais on va surtout avoir un principe de collection de cartes et de tableau building, puisqu'il va falloir que les cartes qu'on récupère, on les place dans notre chambre forte, et c'est un tableau de cartes de 4 colonnes au maximum, dans lequel on va mettre des cartes dans un ordre bien précis, et ça nous donnera des points en fonction de l'ordre dans lequel on a placé les cartes. Il y a plein de critères qui vont rentrer en compte dans le décompte des points, donc les cartes objectifs que je vous ai montré tout à l'heure, les cartes qui seront de la même couleur que notre faction, parce qu'au début on va jouer le rôle d'un gobelin bien spécifique, l'agencement des cartes dans notre tableau, enfin, plein de choses. Et au niveau de la mécanique, je vous dis, on va avoir un principe d'enchère, on aura des cartes au centre de la table, et à chaque tour, on aura une main de cartes. On pourra jouer une carte pour essayer de remporter une des cartes face visible, en mettant la carte de plus forte valeur. Si on se fait piquer la carte, dans ce cas-là, on jouera notre propre carte. Il y a pas mal de petites subtilités. Et au final, ce mélange de mécaniques de jeu est, je trouvais, assez original et fonctionnait pas trop mal. C'est un peu complexe, mais ça se passe plutôt pas mal. Il y a de l'aléatoire, on contrôle pas tout et des fois on est un peu frustré de pas réussir à faire ce qu'on veut. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé très sympathique et qui n'a non plus pas d'édition française encore. After the Virus, c'est un jeu pour 1 à 3 joueurs à partir de 10 ans pour des parties environ 60 minutes. En vrai, c'est plutôt un jeu solo que vous pouvez jouer jusqu'à 3 en parallèle, il n'y a pas beaucoup d'interaction. C'est principalement vraiment un jeu solo, il est connu surtout pour ça. C'est un jeu avec un principe de deck building dans lequel vous êtes dans un univers post-apocalyptique avec des zombies qui vont essayer de vous attaquer, et il va falloir essayer de vous défendre. Vous allez donc avoir un personnage, en début de partie vous choisirez un personnage qui va vous donner votre deck de départ, vos cartes de départ. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de remplir un scénario. Donc c'est un jeu avec différents scénarios que vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez, qui vont vous donner des objectifs. Le plus souvent, il va falloir essayer de survivre à des hordes de zombies. Donc vous avez des zombies de plus en plus nombreux qui vont apparaître pendant la partie. Et pour ça, vous avez tout un tas de cartes, donc des cartes de départ, et ensuite vous allez pouvoir améliorer votre deck de cartes avec des cartes un peu plus intéressantes. Donc vous avez des équipements, vous avez des armes, vous avez des cartes actions, vous avez même des véhicules, tout un tas de choses, donc un deck assez varié avec des cartes assez différentes. Et on va avoir un principe où on va piocher une main de cartes, jouer ces cartes, il va falloir essayer de les activer, les cartes les unes après les autres, pour soit réussir à sauver des personnages, donc vous avez des personnages à sauver, des personnes, donc des VIP ou différents types de survivants, repousser donc les ennemis, essayer de survivre à une horde. Vous avez donc dans le jeu de base
un certain nombre de scénarios. Il y a trois scénarios principaux qui sont découpés en 3 chapitres à chaque fois. Vous avez 4 personnages différents et à chaque fois le deck de départ va orienter beaucoup le jeu et changer un petit peu les sensations de jeu parce qu'ils se joueront pas de la même façon. Je vous dis, toutes les cartes sont assez différentes, elles ne se jouent pas pareil. Et vous avez en plus une extension dans le jeu qui s'appelle The Long Cold, qui vient rajouter des nouveaux personnages et surtout tout un tas de nouvelles cartes, de nouveaux zombies, des zombies qui vont avoir des capacités particulières, des équipements différents, et une nouvelle campagne évolutive où vous allez garder des cartes d'une mission à l'autre, qui est vraiment intéressante. Voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très addictif en fait. C'est un jeu où on enchaîne les parties parce que ça se joue vite, c'est assez malin. Et c'est pas très connu, pourtant c'est l'auteur de Terraforming Mars qui a fait ce jeu. C'est la même boîte, sauf que celui-là il date de 2017, il est assez ancien. Et il est un peu moche aussi. Enfin, ça c'est chacun qui pourra en décider, mais c'est un peu clivant en termes d'illustration. Cela dit, voilà, ça reste ultra efficace et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le jeu Archéologie. Archéologie, ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de Phil Walker Hardin, pour ceux qui connaissent, qui date un petit peu maintenant et qui a toujours pas eu d'édition française. Je pense que c'est un peu tard maintenant, mais on sait jamais. Un simple jeu de collection de cartes, encore une fois, dans lequel on va faire des fouilles archéologiques pour collectionner des objets. Donc ces cartes-là, elles sont en plusieurs exemplaires à chaque fois par objet, et plus on en aura, plus ça nous fera marquer des points à la fin de la partie. Donc on va avoir un deck de cartes et un marché au centre de la table, et le tour de jeu il est ultra simple, on va piocher une carte, la rajouter à sa main, et éventuellement poser des collections devant nous, en sachant qu'il y a pas mal de petites subtilités. Vous allez avoir des cartes tempête qui vont vous faire défausser la moitié des cartes que vous avez en main quand elles arriveront. Vous avez des cartes tentes qui vous permettent de prévenir ce genre d'effet, mais c'est à usage unique pour toute la partie. Vous avez des cartes voleurs qui vont permettre d'aller voler des cartes aux adversaires. Et enfin, vous avez des cartes au trésor qui vont vous permettre d'aller piocher des cartes dans un deck spécifique qui sera déterminé en début de partie en fonction des endroits où vous allez explorer pour vos fouilles archéologiques. Et c'est des gros bonus qui vont permettre d'avoir tout un tas de cartes d'un coup. C'est très malin, ça se joue très très vite, c'est bien familial. Le principe de scoring, il rappelle un peu Tinket Trove qui est sorti il y a pas très longtemps avec les petites souris là que j'ai présentées sur la chaîne, qui est très cool aussi. Mais celui-là, voilà, il y a un peu plus de variabilité au niveau des parties et c'est un peu plus interactif puisque on va vraiment essayer de compter les cartes, de piquer les bons objets aux bonnes personnes avec un principe d'échange avec le marché. Enfin, c'est vraiment pas mal. Un bon petit jeu qui, je vous dis, date je crois de 2016 celui-là et qui est toujours, ouais c'est ça, 2016 et qui est toujours pas sorti en français. Et c'est bien dommage. Ensuite, je voulais vous parler de King's Coalition, qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Et j'ai appris, juste avant de faire cette vidéo, que le jeu allait sortir en français, sous le nom des Caprices du Roi. Les Caprices du Roi, donc, avec de nouvelles illustrations, c'est pas plus mal, vous allez voir, la version d'origine est assez moche. Mais qui reprend exactement les mêmes mécaniques et le même principe de jeu. Et c'est un jeu qui va ressembler beaucoup à Marvel Remix ou à Fantasy Realms, qui est, on va dire, le jeu un peu original de cette catégorie. Un jeu d'optimisation de main, on va avoir une main de cartes en début de partie, et à chaque tour, il va falloir piocher une nouvelle carte et en défausser une pour essayer de garder la main de cartes la plus intéressante par rapport à certains objectifs. Et donc l'originalité de celui-là, par rapport à Fantasy Realms, c'est que les objectifs, il va y en avoir un nouveau de dévoiler à chaque tour, à chaque manche. Et donc il va falloir s'adapter en fonction des cartes qui vont être piochées au début d'une manche, en sachant qu'évidemment plus la carte est dévoilée tôt, plus elle vaudra de points, puisqu'on aura eu le temps de la préparer par rapport aux cartes qui sont dévoilées un peu plus tard. Il y aura toujours 2 cartes en jeu qui sont la carte qui va nous demander de faire des collections de cartes avec des valeurs qui se suivent, et celle qui va concerner les cartes de même famille. Ces cartes-là, donc, ce sont des cartes avec des numéros, avec des couleurs qui correspondent à un type de personnage particulier. Les illustrations, comme je vous disais, sont, voilà, ça dépend, mais le jeu, quand il est sorti, c'était un des points négatifs pour la plupart des gens. Ils trouvaient ça assez moche. J'avoue que c'est pas dingo. L'édition française, comme je vous disais, je vais vous montrer quelques images, a l'air d'avoir bien corrigé le tir, ça a l'air beaucoup plus joli. Donc c'est plutôt sympa de savoir que ça va arriver bientôt, là, au mois d'octobre, ça devrait sortir.
Ces cartes-là, donc je vous dis, c'est différents types de personnages qui vont, au-delà de leur couleur et de leur valeur, qui auront une importance pour certains objectifs, avoir aussi des petits pouvoirs qui vont faire différentes choses. Je vais pas vous les expliquer tous tout de suite. J'ai déjà fait la vidéo règle de ce jeu-là, vous pouvez regarder pour plus de détails. En tout cas, voilà, mécaniquement, c'est ultra épuré, vous piochez une carte, vous en défaussez une, et avec cette simple mécanique, ça fait un jeu quand même avec pas mal de petits choix et pas mal de tactiques et de stratégies. On maîtrise pas tout, mais la durée de partie, elle est fixe, c'est 6 manches, contrairement à Fantasy Realms où ça va dépendre des cartes qui seront dans la défausse. Et je vous dis, il faut s'adapter aux différents objectifs qui vont sortir pendant une partie et qui vont être assez variés et qui vont changer pas mal les parties d'un jeu à l'autre. Voilà, donc un super jeu, et je suis très content qu'il arrive en français, en plus avec une version un peu plus jolie. Et enfin, le 10e jeu de cartes qui n'a pas encore d'édition française dont je voulais vous parler, c'est Squirrel the Card Game. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, ça donne pas nécessairement envie d'être acheté ni joué. C'est un peu moche, que ce soit au niveau de la boîte ou au niveau des cartes. Donc vous avez des cartes avec des glands, des petites photos sans doute libres de droit d'écureuils. Des cartes skip, donc vraiment édition ultra basique et pas très intéressante, mais le jeu est mécaniquement très intéressant. Il fonctionne bien, c'est un jeu ultra familial, on est dans le genre de jeu à la Uno, très clairement, où on va devoir se défausser d'une main de cartes. Les petites subtilités, c'est que on va avoir donc, en plus des cartes en main, des tas de cartes posées devant nous au début de la manche, avec au début des cartes face visible, ensuite une carte qu'on va piocher, et enfin une carte qui devra être jouée face cachée. Et au niveau du principe, on va avoir des cartes numérotées, il va falloir jouer des combinaisons de cartes identiques au centre de la table, jusqu'à 4 cartes identiques. Dès qu'on a 4 cartes identiques, on défausse tout et on rejoue ce qu'on veut. On va avoir des cartes un peu spéciales qui vont permettre de faire sauter le tour d'un joueur bien spécifique à qui on va donner la carte. Des cartes joker qui vont pouvoir prendre la valeur que l'on veut. Des cartes push qui vont obliger un joueur bien spécifique encore à prendre toutes les cartes qui sont au centre de la table pour lui faire perdre un peu de temps. Et les fameuses cartes écureuils qui sont des sortes de jokers qui mettent fin à la manche tout de suite et qui permettent de rejouer tout de suite. Je rentre pas encore une fois dans les détails, il y a la vidéo règle sur la chaîne, mais sachez que dans la catégorie des jeux familiaux ultra tout public, dans la veine du Uno, c'est mon jeu préféré. Je trouve qu'il marche très très bien. Voilà, c'est un peu interactif, un peu marrant. Il y a un minimum de choix tactiques et de réflexion, ce qu'il n'y a pas à mon goût dans le Uno, où c'est plutôt automatique. Et ça en fait un jeu tout à fait intéressant à sortir avec des gens non initiés ou même avec des gens qui veulent faire un petit jeu rapide. Ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Je trouve, au-delà donc de la boîte un peu moche et des cartes encore plus moches, c'est un jeu tout à fait efficace. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de jeux qui n'ont pas encore d'édition française et qui, selon moi, le mériteraient. Notez donc que cette fois-ci, la King's Coalition va arriver en français le mois prochain. Je l'ai appris aujourd'hui, comme je vous disais, donc les Caprices du Roi. Tout à fait intéressant, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Pour les autres, je vous tiendrai au courant dans les épisodes suivants si jamais j'entends parler d'une édition française. Dans tous les cas, si ces jeux vous intéressent, la plupart, vous trouverez déjà les vidéos sur la chaîne, les vidéos règles, et la plupart ne nécessitent pas une grosse connaissance de l'anglais ou d'une autre langue, puisqu'il y a quand même très peu de texte souvent sur ces jeux que j'achète en import. Le prochain épisode, je ne sais pas encore de quoi il va traiter. Il y a des chances que ce soit les jeux à cocher en import ou peut-être les jeux de lettres. Ensuite, il faudra que je fasse les jeux experts. Il y en a quelques-uns dont je voudrais parler. Et je ferai sans doute plusieurs vidéos sur les jeux initiés, un peu en vrac, parce qu'il y en a aussi pas mal. Voilà, bon jeu.